Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des JO de Paris 2024 avec l'annonce des phases de poule, des Bucks qui retrouvent des couleurs, des Suns qui ont attrapé un coup de soleil. Désolé pour ce jeu de mots, pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sans tarder. Salut Charlie! Salut Josh, salut à tous. C'est le printemps Charlie, c'est pour ça que je suis d'humeur taquine à faire des blagues de merde. Je comprends, il fait beau et vivement les playoffs. Ça, carrément. Oh là là, ça sent tellement les playoffs là. Je voulais faire un petit clin d'œil rapidement. C'est une période un peu particulière en ce moment là dans la vie des fans de basket. Alors moi personnellement, je ne regarde pas les matchs NCAA. Là en ce moment, c'est le March Madness qui commence, donc avec toutes les équipes universitaires qui se lancent dans la course au titre. Voilà, ça va se terminer, je crois, début avril avec le Final Four et la grande finale. Je voulais te parler de ça rapidement parce qu'il y a un truc qui m'a pas échappé par contre, c'est le fait que The Athletic a sorti sa nouvelle mock draft avec encore une fois Zaccharie Rizaché qui est en première position, Alexandre Sarr en deuxième position, donc ça bouge pas par rapport aux dernières mock draft. J'ai pas regardé, si ESPN avait sorti la sienne aussi, bref. Et en fait, je voulais te parler de ça, Charlie, parce que j'avais parlé de Zaccharie Rizaché récemment avec le Psy Trash Talk, Giovanni Mariette. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté ce numéro, de l'écouter, parce que Giovanni a suivi et suit encore Zaccharie Rizaché depuis le début de la saison et depuis longtemps en fait. Donc, il nous a apporté un petit peu ses lumières sur son évolution et sur comment il va attaquer cette draft NBA où il est premier pour l'instant de toutes les mock drafts. Et ce que je trouve drôle, en fait, j'ai l'impression que chaque année, tu as le March Madness qui commence et tu as des équipes et des joueurs qui vont sortir du lot, on va dire, avec des performances, avec des shoots, avec des exploits sur le terrain. Et je pense que toi et moi, j'aimerais bien qu'on en reparle à la fin. Après, tu me diras, c'est un peu les playoffs, mais qu'on en reparle à la fin de ce truc-là pour qu'on regarde les mock drafts à ce moment-là et voir à quel point ça a changé. Est-ce que tu penses que ça va beaucoup évoluer ou pas, toi? Bah, ça a toujours un impact, ouais, et puis je pense qu'on aura le temps d'en reparler, parce que tu l'as dit, je crois que les demi-finales et les finales, c'est 6 et 8 avril, donc il y aura un petit battement quand même avant les playoffs, mais oui, non, c'est toujours intéressant à suivre. C'est un tournoi qui est extrêmement populaire aux États-Unis. Il y a souvent une ambiance assez hallucinante pendant les matchs. En plus, c'est un format à élimination directe, donc ça ajoute forcément de la tension par rapport au format des séries de playoffs en NBA. Ça va être intéressant et forcément, oui, ça a toujours un impact sur les mock drafts. Pour ce qui est de Rizacher, bah forcément, nous, on suit ça de très près parce que c'est un Français de plus en NBA. Alors, il est pas premier sur toutes les mock drafts. Là, je regardais, il y a celle de Bleacher Report qui le met, il me semble, quatrième, qui l'envoie quatrième à Charlotte. Bon, de toute façon, dans l'ensemble, cette draft, elle est moins claire que la précédente, où le first pick ne faisait pas vraiment le moindre doute, donc forcément, c'est difficile de se prononcer dès maintenant sur les choix qui seront faits par les franchises. Ça va énormément évoluer dans les prochaines semaines, et la March Madness, évidemment, sera un de ces facteurs d'évolution. Les mixtapes de Zaccharie Rizaché, elles sont tellement mortelles. Ça tue tellement, quoi. T'as l'impression que le mec, c'est... Ouais, et puis il a un sacré VRP dans la ligue, parce que Wembanyama s'est exprimé à son sujet il y a quelques semaines, et il a eu des mots extrêmement élogieux pour l'évoquer. Ils se connaissent, hein, ils se sont côtoyés à Lasvel en 2021-2022, et il a expliqué qu'à ses yeux, c'était le joueur le plus talentueux de la classe de draft. Et puis tout le monde le sait en NBA, R.C. Bufford était, il me semble, au dernier match, était présent à Rouen pour le voir jouer lors du dernier match. Donc bon, c'est un des joueurs qui attire beaucoup d'intérêt en NBA. Ouais, vu l'évolution de Wembanyama en fin de saison, vu les Spurs, comment les décisions qu'ils ont à prendre à l'intersaison qui va venir, là, ça va vraiment être hyper intéressant. J'ai hâte de voir le tirage au sort de la draft pour savoir où est-ce que San Antonio va prendre son pic et si éventuellement ils ont l'opportunité de prendre Rizaché. Ça fait un peu cliché, tu sais, le fan français qui a envie de voir tous les joueurs français terminer aux Spurs de San Antonio. Mais franchement, j'ai l'impression que c'est un joueur qui pourrait clairement être complémentaire de Wembanyama, quoi. Bah ouais, il faut l'espérer. Et puis d'après ce que disait Wembanyama, je pense que c'est une perspective qui ne lui déplairait pas. On verra, effectivement, il y a la loterie, je crois que c'est le 12 mai la loterie, et ensuite le 26-27 juin la draft à proprement parler. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là qu'on aura toutes les réponses. Et c'est vrai que j'ai hâte. Ouais.
Ouais. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, le tirage au sort de la phase de groupe du tournoi de basketball qui se tiendra donc pendant les JO du 26 juillet au 11 août. Donc ça a eu lieu là mardi dernier au siège de la FIBA à Mies en Suisse. Voilà, nous on termine avec dans notre groupe dans la poule B, je crois, c'est ça. On Ouais. termine avec l'Allemagne championne du monde, le Japon, et on aura le vainqueur du tournoi de qualification qui est organisé en Lettonie. Donc ce sera soit la Lettonie, la Géorgie, les Philippines, le Brésil, le Monténégro ou le Cameroun. Voilà, les Américains, eux, sont dans la poule C. Ils seront opposés à la Serbie, notamment, au Soudan du Sud et au vainqueur du tournoi de qualification à Porto Rico. Il y aura Porto Rico, Italie, Bahreïn, Lituanie, Mexique, Côte d'Ivoire. Et dans la poule A, tu as l'Australie qui rejoint le Canada, 3e du mondial l'an dernier quand même. Et le vainqueur du tournoi de qualification en Grèce, donc avec la Grèce, la Slovénie, la République dominicaine, l'Égypte, la Croatie, la Nouvelle-Zélande. Et voilà. Et je crois qu'il y a encore une équipe qui, oui, il y a encore une autre qualification en Espagne avec donc l'Espagne, l'Angola, le Liban, les Bahamas, la Finlande et la Pologne. Ouais. Voilà. Bah, on est content du groupe, hein. On est content du groupe. Oh oui, on est content du groupe. Ouais, en tout cas, moi, je suis plutôt content qu'on ait évité les groupes A et C. Carrément. Donc, écoute, on va voir ce que ça va donner. Hein. C'est pareil, ça, j'ai hâte d'y être. Et en fait, il y a trop d'échéances là qui viennent niveau basket. Ouais. C'est fou. À niveau sportif, je pense que l'année 2024, en termes de calendrier sportif, là, entre le mois de avril, entre avril, début des playoffs, on va dire, jusqu'à je sais pas quand, là, Ouais. on est parti pour des mois sportifs complètement fous, quoi. Mais oui, non, voilà, c'est clair qu'on s'en sort plutôt bien. Même le vainqueur du tournoi qualificatif qu'on va prendre, on évite quand même le tournoi qualificatif. Enfin, tu vois, on aurait pu se retrouver avec l'Espagne, par exemple. Je pense Oui, que complètement. ça aurait été plus problématique. En même temps, les Lettons, ils nous ont bien embêtés au mondial. Bon, après, il y aura pas Arthur Sagars parce que qui était un peu le héros côté Lettonie de ce mondial. Il s'est gravement blessé au genou en octobre dernier, juste après le mondial justement. Donc lui, il sera pas là pour le coup. Oui, non, Quoi c'est qu'il ça. arrive. On va pas pêcher par excès d'orgueil. On se rappelle Non, de l'été dernier. non, Donc, ouais. clairement, on va pas déjà se voir très loin. On va prendre les matchs les uns après les autres. Mais en tout cas, c'est clair que sur le tirage au sort, on peut estimer qu'on a eu plutôt de la chance. Je croise aussi les doigts pour que Bilal Koulibaly, qui s'est fracturé le poignet droit, là, c'est fin de saison pour lui, côté Wizards. Et je sais pas trop comment ça va se passer, s'il va pouvoir être sélectionné ou pas, enfin s'il va pouvoir jouer surtout, parce que manifestement, Vincent Collet était tout à fait partant pour le sélectionner. Et là, tout d'un coup, je trouve si on perd Bilal Koulibaly, on perd un vrai élément, je trouve, défensif dans cette équipe. Ouais, ça tombe super mal. Alors, il y a pas d'opération et visiblement Vincent Collet a eu en tout cas, il a eu des mots qui laissent penser qu'il a eu des nouvelles plutôt encourageantes sur son éventuel retour à temps pour participer au tournoi. Il faut croiser les doigts. S'il se remet, j'ai aucun doute sur sa présence dans le groupe. On sait que Collet l'apprécie. Et lui, en plus, est à fond. Enfin, il veut absolument faire les JO. Il en a parlé dans une interview en fin d'année 2023, je crois. Et puis, on sait à quel point ce genre de fenêtre internationale peut être une étape hyper importante dans la progression des jeunes joueurs. Donc, ce serait vraiment génial qu'il y soit, non seulement pour lui, mais aussi évidemment pour l'équipe de France, parce que tu l'as dit, il peut apporter beaucoup, notamment défensivement. Oui, complètement. Ouais. Je sais pas si t'as chopé l'article de Joe Varden sur The Athletic qui donne la parole à Jean-Pierre Suita, qui explique un petit peu comment Joel Embiid a décidé de faire le choix du Team USA et comment il lance des scuds à Joel Embiid du style il est parti chercher sa médaille, se garantir une médaille en or en rejoignant le Team USA, parce que le Team USA, son gros défaut, s'ils en avaient un, c'était le secteur intérieur, même en rameutant toute la clique, Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, enfin toutes les grandes stars là qui vont probablement, très certainement même participer à ces Jeux Olympiques à Paris. Et ça m'a fait rire en fait de lire cet article-là. De voir un petit peu comment le processus s'est déroulé. Grosso modo, les représentants de Joel Embiid disent que la pression appliquée par Suita et Boris Dio
Ouais, de, sa- l'ultimatum. de savoir si oui ou non il allait venir après avoir fait toutes les démarches, parce que donc dans cet article, il détaille toutes les démarches qui ont été entreprises du côté de l'équipe de France pour lui permettre d'obtenir un passeport français. Et pour qu'au final, il leur explose dans les doigts, quoi. Et ouais, j'ai trouvé ça. Je sais pas trop quoi penser de ça. Il y a de l'amertume, il y a des. Ouais, je sais pas. C'est assez étrange comme article. Ouais, écoute, pareil, c'est un peu difficile de se positionner en fait. Voilà, alors tu vois, on peut se positionner d'une manière un peu romantique et dire bah c'est bien la preuve qu'il s'en foutait et que tout ce qu'il voulait c'était une médaille olympique, donc finalement c'est pas une grande perte, mais en Et même un temps, passeport. oui voilà, mais en même temps de manière très pragmatique, est-ce qu'on n'aurait pas été un peu plus confiant avec Joel Embiid? Et enfin, le dernier truc, moi, que je peux pas m'empêcher de me dire avec Joel Embiid, Ouais. c'est est-ce que Joel Embiid il va aller faire les JO en fait? Ah bah oui, là maintenant, cette question-là se pose clairement. Bah oui, On en a parlé, toi et moi, quand il s'est blessé l'autre fois. Et c'est la conversation qu'on avait eue, tu vois. Effectivement. c'est Alors, moi, le seul truc, s'il y a un truc qui m'a fait extrêmement kiffer dans cet article, c'est le fait que Vincent Collet confirme dans cette interview, Vincent Collet qui est plutôt avare de révélations habituellement. Ah, c'est pas son genre, quoi. non. C'est pas son style. Vraiment une cèpe, quoi. Euh, mais qui confirme que si Joel Embiid avait rejoint l'équipe de France, il aurait mis sur le terrain le fameux trio Gobert, Victor Wembanyama et Joel Embiid, avec Gobert en 5, Embiid en 4 et Wembanyama en poste 3, quoi. Et ça, franchement, je trouve que je trouve que l'histoire du basket aurait mérité ce trio sur un terrain. Oui, je suis d'accord. Maintenant, c'est facile de le dire une fois qu'on sait qu'il sera pas là. Comment ça se serait passé en réalité, ça c'est autre chose. Mais effectivement, oui, ça aurait été une expérience assez fascinante. On aurait été bien content de voir ça. Ouais. Je sais pas si à l'avenir il pourra choisir l'équipe, enfin la nationalité française. Enfin, il l'a, hein, Joel Embiid. Ouais. Mais sur leurs vieux jours, tous les trois là, je sais pas. Ah non, oui, Victor, il est trop jeune. J'étais en train de me dire, tu vois, faire le tournoi 3 contre 3 Ah ouais. en, dans les JO, je sais pas, 2040, quoi. Non, je sais pas, c'est trop. Ouais, C'est- c'est un peu. Non, Oh, écoute, on verra. Hein, non, c'est n'importe quoi. Je raconte vraiment n'importe quoi. avec Joel Embiid, on sait jamais. Il est temps de passer à un autre sujet. Petit clin d'œil. Alors, il y avait deux clins d'œil de prévus. Je voulais faire un clin d'œil à la fois à Anthony Edwards. Et finalement, quand j'ai vu Isaiah Thomas signer son contrat de 10 jours au Suns, je t'ai dit, vas-y, on parle d'Isaiah Thomas. Juste quand même, parce que j'arrête pas d'entendre parler de ça depuis des jours, et à juste titre. Ce dunk d'Anthony Edwards qu'on a Incroyable. vu là était juste complètement fou. Oui. Ouais, non, et ben, il est incroyable. Hein. C'est un des joueurs les plus spectaculaires aujourd'hui en NBA. Et, n'importe qui a déjà regardé soit des matchs, des Wolves, soit des highlights, sait pourquoi. Il est phénoménal. Il a une explosivité, ce mec. C'est fou. Et on peut se dire que la semaine prochaine, on parle d'Anthony Edwards et on parlera de ce dunk, on parlera de ce côté spectaculaire, puis on parlera surtout de ce qu'il fait sur le terrain Oui, mais par depuis contre, l'absence de Towns. on rappellera que dans l'histoire de la NBA, il y a eu des très très grands dunkers et que ça m'énerve de lire des gens qui disent que Anthony Edwards est déjà un des plus grands dunkers de l'histoire de la NBA. Ah, mais c'est des gens qui ont pas vu Vince Carter Oui. en NBA. Vince Carter, quand il arrive en NBA, c'était absolument absurde. Alors, Franchement, moi qui suis fan, enfin mon goat c'est Michael Jordan, clairement. Et j'étais persuadé, tu vois, ouais, Jordan, deux titres de meilleur dunker, tout ça, gna gna gna. J'étais complètement bercé dans mes. Quand j'ai vu Vince Carter arriver en NBA, au début j'étais là, attends, non, vas-y, c'est bon. Je sais pas, il a dû me falloir 3 semaines pour dire, ok, vas-y, ça va, quoi. Vince mais Carter, il est fou, c'est un fou furieux, Vince Carter. pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, il y a une vidéo absolument impossible de passer à côté sur YouTube, sur la chaîne de la NBA qui s'appelle Vince Carter Ultimate Toronto Raptors Mixtape. Et c'est un immanquable, ça dure 5 minutes et c'est 5 minutes de. C'est une claque absolue cette vidéo, c'est une des meilleures mixtapes que j'ai vues. C'était une folie pure, Vince Carter. Ouais. C'était absolument la folie. Il me manque beaucoup. Ouais. Et Anthony Edwards, il y a bien d'autres choses à dire en vrai. Son dunk était une chose. Je trouve que ce que je ressors de ce dunk, c'est l'énergie que ça a insufflé dans l'effectif après coup.
Oui, à l'impact qu'il peut avoir, ouais, je suis d'accord. Voilà, Ces style actions, pendant 72 heures, l'équipe elle a surfé cette vague, quoi. ouais, il a eu effectivement, il est très spectaculaire, mais en plus, ça a un impact colossal sur les Ouais. performances de son équipe. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Le fait qu'ils étaient à 2 doigts de battre Denver, alors qu'ils avaient ni Towns, ni Gobert sur le terrain, ni Nasri d'ailleurs, je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Et quand tu écoutes les joueurs parler, tous disent, mais ce dunk, ça nous a filé un coup d'adrénaline absolu, quoi. Et cette capacité d'Anthony Edwards voilà, de provoquer ça dans son équipe. Et j'aimerais parler de ça, en fait. De comment ses coéquipiers parlent de lui. Je trouve ça extrêmement fascinant pour un joueur aussi jeune, en fait. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Donc, Isaiah Thomas qui signe un contrat de 10 jours aux Suns, moi, ça m'a fait plaisir parce que ce garçon qui a 35 ans maintenant, qui lutte depuis un temps, plus de 2 saisons maintenant pour revenir en NBA, il a une micro-chance de revenir dans un club en plus où il avait vraiment commencé à faire vraiment beaucoup de bruit à l'époque. Je crois qu'il était venu des Kings où il avait commencé à se faire un nom. Oui. Et aux Suns, il a vraiment éclaté. Puis après, il y a eu cette période Boston où on se souvient tout ce qui s'est passé. Il s'est blessé en forçant pendant les playoffs. En pleine année de contrat, il a jamais eu son contrat, quoi. Et Ouais, ça, puis c'est il y a eu le pareil. Je trouve qu'on trade. oublie, on oublie vite le fait que ce gars-là, quand il était à Boston, non seulement il a permis à Boston d'accélérer sa phase de reconstruction, mais il y a un moment, Isaiah Thomas, c'était le boss à Boston, quoi. Ah bah, Isaiah Thomas, sur sa dernière saison à Boston, il est top 5 classement MVP, hein. N'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est C'est, fou. c'est de la folie. On parle d'un mec qui n'était pas du tout prédestiné à ça. Ouais, moi, je suis très content de le revoir en NBA, évidemment. Son histoire, elle a un côté, en fait, son histoire, c'est un témoin du fait que la carrière NBA d'un joueur, ça tient à rien. C'est allé tellement vite entre cette période dorée à Boston, le trade, la blessure, enfin, c'est terrible, sa demi-saison vraiment très compliquée avec les Cavs, le nouveau trade aux Lakers, ensuite il est opéré, enfin c'est vraiment la spirale infernale et je te dis ouais, pour moi c'est vraiment la preuve que tout peut aller très 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 vite en NBA, en quelques mois à peine tu passes de top 5 MVP à un joueur baladé de franchise en franchise qui peut pas retrouver son niveau, qui n'y arrive pas, donc oui, forcément très content de le revoir. C'est un joueur qu'on l'aime ou non qui a marqué les années 2010, hein, très clairement, on peut pas dire le contraire vu son physique et vu son niveau de performance. 1m75, le gars. Eh ouais, 1m75, je dirais. C'est complètement irréel de faire ce qu'il a pu faire. Alors pareil, matez-vous des mixtapes d'Isaiah Thomas à Boston. C'est dingue. Pour ceux qui ne se souviendraient pas ou qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire ou qui n'ont jamais vu Isaiah Thomas évoluer sur un terrain, peut-être, euh, c'est affolant de voir ce qu'il était capable de faire. Ouais. Le, Ouais. le niveau de maîtrise technique qu'il faut avoir pour faire ce qu'il faisait, c'est complètement fou. Ouais, et puis il avait peur de rien, c'était fou, il montait sur tout le monde, enfin c'est... Non, et puis ouais, voilà, moi j'adore son attitude, il revendique rien, il s'est exprimé sur le sujet de son retour en NBA là avec énormément de simplicité. Il a expliqué qu'il était juste heureux d'être là, que c'était parce qu'il avait énormément bossé pour ces 2 dernières années et que tout ce qu'il voulait là, c'était profiter du moment. Et tant mieux qu'il ait cette mentalité parce que Vogel aussi s'est exprimé. Et Vogel, il est pas là pour faire des sentiments, il a été très clair et il est là pour la rotation. Et si le groupe est au complet, il ne jouera pas. Donc bon, voilà, il faut pas s'attendre à le voir reprendre un rôle Bien important sûr. en NBA, mais ça fait vraiment plaisir de le voir là, quoi, tout simplement, et puis de le voir avec le sourire. Enfin, on l'a vu dans des Hum, situations hum, hum, hum. compliquées et il avait pas le sourire du tout à cette époque-là. Donc aujourd'hui, le voir avec la banane sur le banc, c'est trop bien. Ouais, il tourne à plus de 32 points de moyenne en G-League. Il, il met tout le monde à l'amende là-bas. Tu m'étonnes. Il est dans l'équipe avec Kenneth Lofton Jr., mon joueur préféré de G-League. Je n'abandonnerai jamais Lofton. Jamais, jamais. Je voulais parler d'un sujet également, avant de parler des gros morceaux là, des Bucks et des Suns. Un sujet que je trouve extrêmement important, peut-être pas très sexy, peut-être pas très glamour, mais c'est la décision de la NBA d'intégrer une nouvelle option sur le NBA League Pass, donc sur téléphone mobile pour l'instant. Ça, c'est cantonné au téléphone. Et donc tu vas pouvoir suivre, et c'est cantonné aux États-Unis, hein, pareil. Et en fait, le public américain, enfin les utilisateurs américains vont pouvoir suivre la cote des matchs
et placer ensuite des paris éventuellement sur le site partenaire de la Ligue, à terme, ce que disent les personnes en charge de développer cette nouvelle fonctionnalité de l'application, c'est que ça pourrait conduire à des micro-paris pendant les matchs. Et je trouve qu'on a quelques indices là, depuis quelques temps, que ce truc-là est en train de devenir de plus en plus important, de prendre de plus en plus de poids en NBA. On a entendu des coachs, notamment JB Bickerstaff, se plaindre de l'influence que ça peut avoir, notamment le mec qui se fait menacer, clairement, et ça on va en reparler. Il y a eu Rudy Gobert qui s'est vu infliger une amende et qui lui aussi a dit que le pari en ligne potentiellement pouvait devenir un problème en NBA à l'avenir, si c'est pas déjà le cas. Je sais pas ce que t'en penses, Charlie, mais il y a important de souligner aussi tous les revenus générés par ces paris en ligne, les joueurs sont concernés parce que c'est reversé dans les revenus via la convention collective, dans les revenus générés par la ligue. Eux, ils touchent une partie en tant que syndicat des joueurs. Et c'est reversé à tous les joueurs. Donc forcément, ça participe à capitaliser la valeur de la ligue, à capitaliser leurs revenus, et ça leur fait beaucoup plus d'argent à la fin de l'année, quoi. Et je trouve que c'est un jeu dangereux, en fait. Oui, ah bah oui, tu m'étonnes. Moi, c'est alors moi c'est clair que les paris sportifs c'est pas quelque chose dont je suis fan. On voit bien que ça a de nombreux effets négatifs. On va même pas mentionner l'aspect évident et primordial qui est l'addiction au jeu d'argent, au paris. En plus de ça, ça crée un environnement qui est terriblement néfaste. Tu l'as dit, Bickerstaff s'est exprimé sur le sujet récemment. Il a expliqué notamment comment certains avaient réussi à obtenir son numéro de téléphone, qu'il y avait eu C'est des complètement menaces. fou, cette histoire. Il y a carrément des mecs qui ont mentionné son lieu, son domicile, Menacer ses enfants. menacer ses enfants. Il y a eu une enquête de la NBA, le gars a été retrouvé, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire, mais Et ouais, c'est terrible. c'est n'importe quoi, en vrai, cette histoire. Ouais, c'est terrible. Et puis sur les joueurs, bah, il y a quelques mois, dans un autre sport, le football, on a vu un mec, un joueur comme Sandro Tonali, pilier de l'équipe d'Italie, qui est suspendu 10 mois pour avoir participé à des paris sportifs. Enfin, en fait, ça n'a quasiment que des effets négatifs, l'omniprésence des paris sportifs autour du sport. Enfin, l'omniprésence des paris, pardon, autour du sport. Donc oui, évidemment, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. C'est surtout que, enfin, tu vois, quand on évoque les menaces, etc., on est bien au-delà du sport. C'est hyper préoccupant et j'imagine pas une seule seconde la NBA tourner le dos à cet aspect-là. Il faut forcément qu'il y ait des réactions. Mais en même temps, je n'imagine pas non plus la NBA tourner le dos aussi, aux paris sportifs, parce que tout simplement, le pouvoir financier des plateformes de paris est absolument colossal. Ah, mais l'argent à se faire est Ben absolument oui, vertigineux. mais c'est vrai que quand tu regardes un peu comment ça se passe dans d'autres secteurs, il y a par exemple, je sais qu'en e-sport, en e-sport, les plateformes de paris sportifs sont absolument omniprésentes et que ça a des effets qui sont absolument terribles entre les accusations de match fixing de la part des parieurs mécontents, les joueurs qui effectivement sont tentés de profiter de leur position pour se faire de l'argent facile, les réactions extrêmement virulentes dès lors que, en fait, dès qu'un parieur perd son pari, il a aucun scrupule à insulter, à menacer. Pour moi, il y a que des aspects négatifs. Il y a Et tout absolument à fait, que ouais. des aspects négatifs. Si la NBA était une ligue qui avait besoin d'argent, je pourrais pondérer ça par effectivement la puissance financière de ces plateformes. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. La NBA, elle est pas dépendante de ça. Mais ils tourneront pas l'argent à ils tourneront pas le dos, pardon, à une telle manne d'argent. Ça me semble évident. Et Rudy Gobert, là, s'est mangé une amende parce qu'il avait fait le geste avec les mains pour signifier tu touches de l'argent à Scott Foster qui venait de lui siffler sa 6e faute. Euh, il a eu 100 000 dollars d'amende. Il faut savoir que c'est l'amende la plus élevée autorisée par la convention collective de la NBA. C'est plus que n'importe quelle amende que la NBA peut légalement infliger à un joueur. Oui, mais Ça veut dire que ça vient gratter quelque chose oui, ça vient gratter qui quelque chose, mais n'est pas anodin, quoi. c'est aussi parce qu'il accuse enfin, tu vois, et pour le coup, il remet en question Bien sûr. l'intégrité d'un arbitre, donc c'est aussi ça qui rentre en compte. Mais tu as raison, tu as raison. Non, mais il a dit que son geste était immature, et il l'est, c'est totalement immature, parce que
C'est même quelque part assez irresponsable de sa part Oui. de faire quelque chose comme ça, très, très sincèrement. J'aime bien Rudy Gobert, je suis tout le temps à prendre sa défense, mais c'est totalement stupide de sa part de faire ça. Cependant, le discours qu'il a eu après, et si tu mets ça en parallèle avec ce que dit JB Bickerstaff sur sur les menaces que ça représente, et Bickerstaff, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il dit dans le tas, il y a sûrement des gens qui vont payer leurs factures, payer leur loyer, dont la vie, quelque part, entre guillemets, dépend d'une certaine façon par rapport à l'argent qu'ils vont gagner, parce que tu as plein de gens qui sont en galère totale avec leur argent. Si tu prends en considération le fait qu'en plus, comme tu l'as très bien souligné tout à l'heure, il y a potentiellement des gens qui vont après souffrir d'addiction au paris sportif, je veux dire, pour moi, c'est clairement quelque chose si tu le mets en place, il faut mettre des garde-fous, il faut élever le niveau de sécurité. J'en sais rien. Je suis pas du tout sécuritaire comme individu habituellement, mais là, ça me semble assez dingue en fait comme truc. Ouais, je suis d'accord. Et effectivement, ce que tu as décrit, enfin, la possibilité que tu évoquais sur le fait qu'il y ait des micro-paris pendant les matchs, etc., c'est évident on va se diriger vers ça, c'est sûr et certain, c'est Parce sûr. que là, tu rentres dans une autre dimension encore. Les micro-paris, c'est que tu vas parier sur n'importe quelle action de match quasiment. Ouais. Et Bickerstaff, il dit déjà qu'il se fait alpaguer par des gens qui lui disent ouais, vas-y, remets tel joueur parce que j'ai parié que le gars allait mettre 20 points, il en est à 18, quoi. Ah oui, non, mais puis même tu vas avoir des C'est paris, n'importe quoi. tu vas avoir des paris sur les cartons, par exemple. Tu vois, C'est ça, ouais. sur un troisième carton où tu as une équipe qui est à 5 points de retard, tu vas forcément avoir des paris qui vont pop sur égalité ou non à la fin du carton. Sauf que le problème, c'est qu'on sait très bien comment ça fonctionne en NBA. Les rotations, tu n'improvises pas tes rotations en fait en NBA, surtout quand tu te rapproches des playoffs comme c'est le cas actuellement. Un coach comme Bickerstaff, il va pas laisser son 5 sur la fin du troisième quart-temps juste pour faire plaisir, tu vois, aux 10 mecs qui ont misé sur le fait que son équipe allait recoller au score, quoi. Ça crée un environnement qui est hyper néfaste. Si tu mets ça en parallèle avec les renégociations donc des retransmissions des matchs et tout ça, donc qui je pense, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que là, on se doute qu'il y a un moment ou un autre, les plateformes de streaming vont être concernées, qu'il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer en jeu et que cette dimension du pari sportif est à prendre en ligne de compte dans cette histoire, clairement. Et encore une fois, je le répète, la NBA dans sa valeur globale et la valeur des clubs que vont prendre les clubs, tout ça va être lié. C'est un truc de fou. Bien sûr. Et franchement, je suis très très curieux de suivre ça. Alors, c'est pas un truc qui va se décanter en quelques semaines ni en quelques mois. Je pense qu'il va falloir attendre quelques années. Après, on verra bien les prochaines négociations sur les nouveaux contrats là de retransmission. Mais franchement, c'est clairement un sujet qui, en termes à l'échelle de la ligue, pourrait devenir excessivement important. Oui, tout à fait. Sur le produit qui est proposé aux fans. Donc on verra ça. Ouais. On va parler de nos deux équipes. On va parler des Bucks, des Suns, donc la finale 2021, remportée par Milwaukee. J'ai cru c'est que marrant. La finale 2024. Non, pas du tout. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on parle de ces deux équipes en même temps et que je fais exactement le même parallèle. Mais je trouve ça toujours amusant de voir deux équipes qui ont été un peu au sommet de leurs conférences respectives il y a pas si longtemps que ça et de voir où on en est aujourd'hui. Et si tu veux bien, on va commencer par Milwaukee qui doucement mais sûrement s'installe dans le peloton de tête de la conférence Est. Ils sont deuxième. Une courte avance devant les Cavaliers qui sont un peu en train de dévisser ces derniers temps pour plein de raisons, notamment des blessures. Mais force est de constater que depuis l'arrivée de Doug Rivers fin janvier, et malgré une saison marquée par les blessures répétées d'un ou plusieurs joueurs de la rotation, Milwaukee est en train de trouver les ressources pour peut-être enfin bâtir un collectif susceptible de porter l'équipe jusqu'au titre en juin prochain. C'est la question qu'on se pose dans cette partie du podcast. Quand ils jouent ensemble, Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard montrent de plus en plus d'automatisme dans leur jeu en pick and roll. Le retour de Jay Crowder a fait beaucoup de bien, notamment
défensivement, tout comme l'arrivée de Pat Beverley sur le banc. Chris Middleton est remis de sa blessure à la cheville et sa présence peut changer beaucoup de choses pour les Bucks dans cette dernière partie de saison et à l'approche des playoffs. Charles, comment perçois-tu l'évolution des Bucks ces dernières semaines? Oh bah, je suis assez content, déjà, c'est la première chose à dire, c'est que j'aime assez ce qui se passe là du côté de Milwaukee, ouais, depuis quelques semaines. Alors, je sais pas si c'est parce que ce groupe, et notamment le duo Giannis-Lillard, avait besoin de temps pour s'apprivoiser, ou alors est-ce que c'est les fruits du travail de Doc Rivers, mais effectivement, offensivement, je trouve que le duo combine beaucoup mieux, je trouve que même collectivement, enfin, l'articulation du jeu offensif autour du pick and roll Lillard-Giannis pour libérer des espaces sur le parquet, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant le All-Star Game. Alors c'est évidemment pas parfait pour le moment, ils ont encore du chemin, mais ça leur ouvre vraiment des possibilités dont peut par exemple profiter un joueur comme Chris Middleton que tu as cité et qui est revenu là depuis 2 matchs et qui pour son retour est nettement plus convaincant que ce qu'il pouvait être au début de la saison. Complètement. Doc Rivers, je pense, a un rôle. En préparant ce podcast, je me posais vraiment la question de savoir à quel point les choses étaient influencées par sa présence sur le banc. Et on est tous là souvent à ricaner à propos de Doc Rivers, et c'est plus en playoff finalement qu'il faut avoir peur de Doc Rivers. Absolument. Mais en saison régulière, et de toutes les informations que j'ai pu glaner, on voit quand même qu'avec son coaching staff, ils ont fait un vrai boulot pour améliorer le spacing. Là, en ce moment, ils sont sur une rotation à entre 8 et 9 joueurs. Et il a notamment confié un rôle beaucoup plus important à A.J. Green, qui est un joueur non drafté en 2022. Il avait signé un two-way contract avec les Bucks et il plante aujourd'hui plus de 40% de ses tirs longue distance. Qui plus est, il n'est pas ridicule en défense. Danilo Gallinari était utilisé un petit peu par Doc Rivers, mais j'ai l'impression que le retour de Chris Middleton, pourrait faire en sorte que c'est lui qui va plutôt perdre des minutes et non pas A.J. Green qui est en train de s'imposer vraiment comme une espèce de mec à qui sur lequel tu ressors le ballon et c'est dedans, quoi. Et il y a un article de The Athletic qui pointe du doigt le fait, où tu as Damian Lillard et Antetokounmpo qui très sérieusement explique que depuis que Doc Rivers est arrivé, ils travaillent régulièrement sur le pick and roll ensemble à l'entraînement, par répétition, tu vois, ils font des répétitions, et eux, ils rigolent, ça les fait rire parce que ils disent, on est là, on fait tout le temps la même chose, et c'est un côté très répétitif, et à chaque fois, on fait style, t'as 3 joueurs sur un côté, et nous, on fait nos pick and roll avec Giannis de l'autre côté. Ça, c'est Damian Lillard qui raconte ça. Et il dit, au début, on rigolait, on se marrait, tout le monde se foutait un peu de nous, parce qu'on n'arrêtait pas de faire les mêmes choses, puis on voulait jamais ni l'un ni l'autre prendre le tir, finalement. Et il explique dans la foulée que depuis qu'ils font ça, depuis que ce truc-là a été mis en place, ils ont aujourd'hui sur le terrain, ils récoltent les fruits de ce travail, c'est-à-dire qu'ils commencent à avoir des vrais automatismes où ils n'ont plus besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire, mais juste, ils font ce qu'ils répètent encore et inlassablement à l'entraînement, quoi. Et j'ai trouvé ça à la fois fascinant et à la fois complètement fou, parce que je me dis, mais comment c'est possible qu'ils fassent pas ça depuis le début de la saison, quoi. Mais c'est ça, c'est édifiant. Parce que là, ce qu'ils décrivent, c'est du 5v5. Enfin, c'est du jeu à 5 sans opposition, quoi. C'est ça. Mais c'est le B. Enfin, alors, je suis pas coach NBA, hein, mais ça me semble être quand même un peu le B.A.-ba, surtout quand ton duo central, le duo central de ton attaque n'a jamais joué ensemble. Enfin, je comprends pas comment ils font pas ça depuis le début de la saison. Ça me semble hallucinant. Alors, on va pas charger uniquement Adrian Griffin, parce que n'oublions pas que Doc Rivers est au sein de la franchise depuis plus longtemps que... Enfin, il est pas juste arrivé au moment de sa nomination. En réalité, il était déjà là en tant que conseiller. Et le coaching staff. Enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé sur les 6 premiers mois enfin, les 4-5 premiers mois de cette saison? Ouais, je trouve ça dingue. Je suis d'accord avec toi, hein, cet article, il est hyper intéressant, mais je trouve ça dingue, en fait. Effectivement, je trouve ça fou, quoi. Je comprends pas que ça ait mis autant de temps à venir. Oui, complètement. Et quand tu regardes les chiffres, là, depuis la fin du All-Star Game, dans les 12 matchs qui ont suivi le All-Star Game, Lillard est passé de 34% à 3 points à plus de 40% sur 8,8 tentatives par match. Donc, il y avait aussi ça, il y avait Damian Lillard qui avait du mal à trouver son rythme. Alors,
on peut dire, hein, Damien Lillard, peut-être qu'il a passé la seconde et que à l'approche des playoffs, il est peut-être un peu plus sérieux. Il n'est pas exempt non plus de rater quelques matchs en termes d'adresse de temps en temps, mais on sent qu'il y a beaucoup plus. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus comment dire, de sérénité sur le terrain. Bobby Portis vient de nous rappeler à tous, là, notamment dans le match complètement incroyable face aux Suns, qui devrait être dans la discussion du meilleur sixième homme de l'année. Et on voit bien que ce gars-là, de toute façon, il a été déterminant en 2021. Pourquoi? Parce que son apport offensif en sortie de banc est absolument primordial pour cette équipe. Pat Connaughton, qui était ultra décevant, et tu sais très bien à quel point je tiens ce gars-là comme un des principaux éléments du titre de 2021. Ah oui, un vrai facteur X. Ouais. Vrai facteur qui pesait dans les rencontres. Là, il est en train de retrouver son niveau. Alors, il n'est pas complètement rendu à celui de 2021, mais on voit qu'il reprend des couleurs, qu'il est beaucoup plus tranchant sur le terrain. Jake Crowder, mine de rien, il a pas été là pendant un temps, donc c'était difficile de savoir ce qu'il allait apporter exactement. Mais là, tu vois bien, il apporte de la défense, du tir extérieur. Pareil, lui, c'est un peu une soupape de libération quand tout est engoncé à l'intérieur. Bah, tu ressors sur lui et c'est bon. Il est capable de défendre sur énormément de profils, au moins du 1 à 4. J'ai regardé l'autre fois ses stats en préparant cette émission. Je crois qu'il y a les joueurs, quand ils défendent sur un joueur, ils ont moins de 41% de réussite au tir. Ce qui en fait un des meilleurs ailiers ayant défendu au moins 100 tirs adverses cette saison. Non mais de toute façon, l'utilisation, enfin la non-utilisation de Jake Crowder l'été dernier, l'année dernière sur les playoffs était un truc incompréhensible. Donc tout ça pour dire que je pense vraiment que cette équipe... Alors, voilà, c'est ça la question. À quel point c'est à l'approche des playoffs, ça devient plus sérieux, et à quel point c'est Doug Rivers qui, entre guillemets, je vais te poser cette question-là. Est-ce que t'as pas l'impression que Doug Rivers, quand t'as une équipe avec des blessures, où c'est laborieux, le mec passe pour un génie, et que quand il y a une équipe au complet et que toutes les stars sont là, t'as l'impression qu'il sait plus quoi faire, quoi. T'as pas cette impression-là parfois? Sans déconner, moi j'ai trop cette impression-là. Disons qu'en fait, Doc Rivers, je trouve qu'il a du mal à sortir des sentiers battus. En fait, je trouve qu'il a du mal, si tu veux, à inventer des trucs. En fait, là, ce qu'il fait honnêtement avec Milwaukee, alors je sais que je suis un hater de Doc Rivers, etc. Je le redis, non mais je le redis, je trouve qu'il fait du bon boulot là à Milwaukee, mais il invente rien d'extraordinaire. Défensivement, il reprend des formules qui avaient fonctionné sous Budenholzer, alors sans que ça soit Complètement. une amélioration extraordinaire, hein, c'est un tout petit peu mieux, mais c'est pas non plus extraordinaire. Offensivement, mais je suis désolé, mais articuler le jeu offensif autour du pick and roll Lillard-Giannis, je pense que tu vois, je suis désolé, mais même mon petit cousin, il y aurait pensé en regardant l'effectif, quoi. Ouais. Donc, c'est beaucoup mieux. Enfin, beaucoup mieux, non, c'est mieux. C'est plus convaincant. Je suis d'accord que pour moi, et ça, c'est un truc qui est très important avec Doc Rivers, je trouve que le changement le plus important dans cette équipe des Bucks, c'est dans l'état d'esprit. Exactement. Dans ce que cette équipe transmet en termes d'énergie sur le parquet et tout. Et ça, Doc Rivers, j'ai un immense respect là-dessus sur lui. C'est quelque chose qu'on a déjà dit. C'est un très grand coach dans la gestion humaine. Dans sa carrière NBA, il a eu à gérer et il l'a extrêmement bien fait des situations très compliquées avec souvent de l'hors basket des éléments hors basket qui venaient empiéter sur le jeu. Ça là-dessus, c'est quelque chose sur lequel Doc Rivers, je pense même que c'est un génie. Je pense sincèrement qu'en termes de management humain, c'est vraiment un génie. Mais de là à transformer radicalement les ambitions de cette équipe de Milwaukee, j'en suis pas convaincu, moi. Alors, j'ai plusieurs arguments à te proposer par rapport à cette idée-là. Milwaukee, bizarrement, je regardais un petit peu mes fameuses stats des meilleurs line-up, des meilleurs 5 de la ligue, notamment par rapport aux minutes jouées. Et chose extrêmement, qui m'a énormément surprise, c'est le fait que les Bucks ont 2-5 dominants avec un nombre de minutes conséquent, hein, c'est-à-dire où c'est pas sur la base de 27 minutes jouées ensemble, tu vois, l'échantillon totalement ridicule. Non. Le 5, Lopez, Lillard, Middleton, Bisley, Giannis ont joué 527 minutes ensemble
ils ont un net rating de plus 15,3. 35 matchs joués au total. Le 5, Lopez, Lillard, Crowder, Bisley, Giannis. Donc c'est à la place de Middleton, tu mets Crowder. 293 minutes ensemble, plus 15,6 de net rating. C'est mieux que le meilleur 5 utilisé par Boston, qui est à plus 12,4. C'est mieux que le meilleur 5 de Denver, bon, qui lui est à 895 minutes. C'est Caldwell Pope, Gordon, Jokic, Murray, Porter Jr. Il est à plus 13,5. Et le 5 dont je parlais des Celtics, c'est 554 minutes ensemble, 33 matchs joués au total. Donc, quand je vois ça, et ça prend en compte l'intégralité de la saison, qu'on soit bien d'accord. Bien sûr, oui. Quand je vois ça, je me dis que les Bucks sont potentiellement un monstre caché dans ces playoffs. Et que dans un face-à-face face à Boston que j'ai absolument envie de voir, alors sûrement parce que j'ai vu le match Boston-Milwaukee, alors sans Giannis c'était relou, mais je pense très sincèrement que alors qu'on déroule une autoroute pour les Celtics, s'il y a une équipe qui peut vraiment aller les chercher, pour moi c'est les Bucks. Dans cette conférence Est, là, en prenant en considération le fait que toutes les équipes qui sont derrière ont des problèmes plus ou moins insolubles ou qui paraissent très compliqués à résoudre d'ici le début des playoffs, quoi. Oui, mais alors je suis d'accord. Alors que eux, les Bucks, sont en train de tout régler. Ils sont en train d'attaquer la dizaine de derniers matchs à jouer. Ils sont en train d'arriver juste pile poil au bon moment à un effectif complet. Oui, mais ce qui est très important pour moi dans ce que tu as dit, c'est dans cette conférence Est-là. C'est-à-dire que oui, je suis d'accord, effectivement, je pense que c'est possible qu'ils aillent jusqu'en finale, mais c'est aussi parce que sans manquer de respect du tout aux équipes de la conférence Est, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste que aujourd'hui à l'Est, on se retrouve quand même dans une situation où Philadelphie n'a pas son franchise player et on sait pas très bien s'il va revenir ni dans quel état. Miami, c'est toujours très difficile de les juger. Les Cavs, ils ont des problèmes de blessures, on l'a dit, il y a toujours un certain manque d'expérience en playoff qui fait qu'on a du mal à se projeter. Les Knicks, quand on parle de blessures, forcément on est obligé de les mentionner parce que eux depuis quelques semaines c'est quand même compliqué ce qu'ils vivent. Donc oui, que les Bucks aujourd'hui puissent envisager la finale de conférence, c'est quelque chose que je peux entendre. Maintenant, j'ai toujours, bon, je vais pas revenir sur les doutes que j'ai sur Doc Rivers et sa capacité à trouver des solutions en cours de série face à une équipe qui est armée pour gêner ces Milwaukee, ces Bucks-là, mais je trouve, en fait, j'ai hâte de voir les rotations en playoff. Pour moi, tout va dépendre des rotations en playoff parce que oui, les line-up que tu as évoquées sont très performantes, mais à côté de ça, il y a trop de faiblesses défensives. Tu parlais du match face à Boston. Enfin, je suis désolé, mais sur la possession, il y a une possession de fin de match qui est absolument capitale. Tu te retrouves avec Bisley en défense sur Tatum. Alors, attention, c'est compliqué pour eux de faire autrement quand tu vois l'effectif actuel des Bucks. Il y a des vrais manques défensifs sur le backcourt. Et c'est pas une surprise, c'est quelque chose qu'on avait évoqué dès le trade de Damian Lillard. Mais ce backcourt n'est pas viable défensivement en playoff. Je suis absolument désolé, mais ça, tu vois, je peux pas. Si en playoff, je vois ce genre de match-up là, j'aurais du mal à y croire, quoi. Je comprends tout à fait. Tu vois, Bisley, on le sait, on l'a vu ne serait-ce que la saison dernière en playoff, c'est un joueur qui est très compliqué à utiliser, Bisley, très très compliqué. J'ai quand même l'impression que Doug Rivers a des solutions à trouver. Alors, il peut être vraiment obtus parfois dans ses rotations et dans les joueurs auxquels il fait confiance. Il marche beaucoup comme ça, Doug Rivers. J'ai décidé que ces joueurs-là, ce sera les mecs avec qui je vais aller à la guerre et ça va pas être autre chose, quoi. Oui. Même si des fois le match, justement en playoff, t'impose de changer les choses et de modifier clairement ta rotation. À voir. Maintenant, très sincèrement, les 2-5 que je t'ai dit, leur puissance défensive, elle est supérieure à la meilleure défense de la ligue aujourd'hui.
Leur defensive rating, il est à 107 quelque chose pour le premier, pour le 5 avec Middleton. Il est à 104 avec le 5 avec Crowder, ce qui serait de loin la meilleure défense de la ligue, quoi. Oui, maintenant la saison dernière aussi, on se retrouve avec une équipe des Bucks qui est très forte défensivement, avec des line-up défensifs qui sont parmi les meilleurs. Ils se font exploser au premier tour. Alors tu vas me dire, il y a la blessure de Giannis. Je suis d'accord, mais on n'est pas du tout à l'abri cette saison aussi d'avoir des problèmes de blessures, et notamment pour ce que je ne souhaite évidemment pas, mais pour un mec comme Middleton qui n'est quand même plus une assurance tout risque. Giannis aussi, sa blessure là, elle est relou là. Ouais. Sa blessure aux adducteurs, c'est pénible. Ah bien sûr. Et même avec Giannis la saison dernière en playoff, ils perdent les matchs contre Miami. Alors certes, il n'était pas à 100%, mais enfin quand même, tu vois, défensivement, il était là, il faisait le boulot, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Après, on peut effectivement voir ça comme ça. Moi, quand je vois Milwaukee, personnellement, vu les chiffres que j'ai devant les yeux, je te dis, je pense que c'est vraiment une équipe avec, en plus, Antetokounmpo qui fait une saison, on n'en parle même pas de ça, mais qui fait une saison où tu pourrais donner le titre de MVP à Giannis Antetokounmpo, j'irais pas dire grand chose à ça. Après, ils ont pas fait cette saison-là, Milwaukee, potentiellement. Je sais pas, ils sont deuxième à l'Est en même temps. J'ai noté ça dans mes notes, ils ont le 3e meilleur record à domicile de toute la NBA avec Oklahoma City, juste derrière Boston et Denver. Ouais, mais ils n'auront pas l'avantage. Non, ils auront pas l'avantage du terrain face à Boston. Face à Boston, oui, bien sûr, oui. Ils l'auront tout le reste du temps, et à l'Ouest, on verra qui sort de là. Mais je veux dire, ils ont quand même il y a quand même énormément d'indicateurs où je pensais, en travaillant sur ce segment du podcast, où je pensais tomber sur une équipe de Milwaukee vraiment un cran en dessous, et j'ai été très surpris de découvrir une équipe de Milwaukee bien au-dessus de ce que j'espérais. Ouais, non, mais ça, je comprends. En termes de résultats et de l'idée que je m'en faisais, notamment avant le All-Star Game, et de ce qu'on voit concrètement sur le terrain. Et c'est vrai que je pense que j'ai eu le défaut de me laisser un peu emporter dans un scepticisme les concernant, où j'avais tendance à voir le verre plus à moitié vide qu'à moitié plein. Et il faut quand même souligner le fait que les Bucks, toute la saison, ils ont quasiment jamais eu un effectif au complet. Ils ont toujours eu il y a toujours eu quelque chose qui allait pas, quoi. Oui, mais alors, est-ce que ça va se transporter en playoff ou pas? J'en sais rien. Effectivement, si tu as l'absence de Lillard ou d'Antetokounmpo ou de Middleton, ça va être déterminant dans leurs résultats en playoff. Mais comme pour n'importe quelle équipe, en vrai. Oui, et c'est ça. Et le fait d'avoir toute la saison eu des difficultés et des absents, mais en fait, c'est le lot de toutes les équipes, sauf à la limite Boston qui a été plutôt préservé. Mais sinon c'est le lot de toutes les équipes. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que, de toute façon, cette équipe de Milwaukee, depuis le début, depuis le trade de Lillard, elle est jugée de manière trop extrême. Quand Lillard a signé, on en a fait des favoris pour le titre. Bon. Tout à fait. Quand la saison a démarré et qu'on a vu ce que ça donnait, on en a fait une équipe qui allait galérer à passer même un tour de playoff. La vérité, elle est évidemment entre les deux. Pour moi, ils sont pas favoris pour le titre. Maintenant, s'ils arrivent en finale à l'Est, je serais pas plus étonné que ça. Par contre, s'ils tapent Boston, là, je serais vraiment étonné, et je serais certainement le premier à le dire, parce que c'est aussi ça le principe quand tu critiques beaucoup quelqu'un, c'est quand il réussit, c'est de noter un peu les performances. Et si Doc Rivers arrive à amener cette équipe en finale NBA, je serais le premier à applaudir. Mais j'avoue qu'en l'état, j'ai beaucoup de mal à y croire, et déjà, je croise évidemment les doigts pour que cette équipe, elle soit au complet sur toute la campagne de playoff. Pour moi, c'est déjà la condition, c'est une condition sine qua non pour espérer quoi que ce soit. Bien sûr. Il faut conserver la 2e place. Tout à fait. Ce qui est loin d'être gagné pour l'instant. Tout se joue à rien du tout. Clairement, le classement, là, attends, je vais remettre les yeux dessus. Ils sont à 1,5 match devant les Bucks, qui a rien du tout. Orlando, mais quelle saison de cette équipe. Pour moi, c'est Orlando la menace, parce que les Cavs, avec la blessure de Donovan Mitchell, là, pour moi, c'est Orlando la vraie menace. Moi, je pensais qu'on allait avoir un Orlando-Boston au premier tour. On va l'avoir au 2e tour, en vrai. On va l'avoir en finale de conférence. Bah, arrête. Non, mais Orlando, je peux rien dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs, ils débarquent à peine. Franchement, s'ils tapaient les Knicks
parce que pour l'instant c'est un duel Magic Knicks, ça serait complètement fou. Ouais, ce serait dingue. Mais donc tu vois, en fait, Oui, ce qui est donc fou, c'est que Milwaukee, même en terminant deuxième, et ils peuvent se coltiner les Sixers ou le Heat au premier tour, quoi. oui, bien sûr. Je, cette équipe, elle a de l'expérience. Ça va être une équipe revancharde. Et je regardais un petit peu les points forts, points faibles de cette équipe. Dans les points forts, c'est une des meilleures efficacités au scoring de la ligue en termes de pourcentage de réussite au tir, de points par possession. Ce qui est extrêmement bon signe. Ils sont avec les plus fortes équipes, avec Boston, avec Denver, ils sont là avec en termes d'efficacité. C'est fou, en vrai. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est la 3e équipe en termes de lancers francs tentés en moyenne par match. 4e de la ligue en volume de tirs à 3 points tentés. Ils sont 8e, je crois, en termes de pourcentage de scoring à 3 points. Dans les points faibles, manque de scoring sur les ballons perdus adverses, pas de rebond, pas de points sur les rebonds offensifs, mais ça, c'est l'école Budenholzer. Tu en parlais tout à l'heure des résidus, on va dire, de la philosophie de Budenholzer. Mais Budenholzer, c'était ça, c'est on gère le repli défensif plutôt que de jouer le rebond offensif. Et c'est ça le secret aussi de l'excellente défense de Milwaukee, enfin de l'excellente défense. Quand ils ont leurs principaux joueurs sur le terrain, c'est que ils vont toujours faire en sorte d'avoir une défense en place dans demi-terrain. Voilà, c'est pas vraiment une équipe de contre-attaque pour le coup, malgré la présence de Giannis, qui lui est un des joueurs les plus redoutables en contre-attaque de toute la NBA. Donc ils ont ça aussi dans leur arsenal malgré tout. Giannis, c'est un franchise player, c'est un meilleur joueur qui est imparfait parce qu'il a un tir des fois il prend des tirs à mi-distance et c'est pas ça qu'il faut faire. T'entends tous les défenseurs qui disent dès que Giannis il prend un pull-up, dès qu'il pull-up à 5 mètres, on est content quoi. On a gagné la possession, on se dit ouf, tant mieux, vas-y continue mon garçon. Lillard, il a des trous d'air dans ses adresses, mais on sait aussi que Lillard en playoff, c'est potentiellement un assassin ultime, notamment dans le clutch. Enfin bref. Oh là là, mon gars, mais ça va être génial cette équipe des Bucks. Je te dis, ça va être mortel. Elle va être mortelle cette équipe. Ouais, elle va être intéressante à voir. Maintenant, tu vois, je suis désolé, mais moi, s'il y a un premier tour entre le Heat et les Bucks, bah, je sais pas. Tu donnes le Heat. Non, mais j'y réfléchis fortement. Enfin, en fait, je sais même pas te dire ce que je donne, mais j'y réfléchis beaucoup. Oui, mais pour le coup, alors tiens, dernière question à prendre arrêt sur les Bucks. Le Heat, c'est excellent ce que tu viens de faire. Tu viens d'éclairer un truc dans mon esprit. Enfin, n'importe quoi. Le Heat, ils ont Bam Adebayo. Toi et moi, on est fans de Bam Adebayo et on sait que Bam Adebayo, il est capable de défendre en 1 contre 1 contre tout le monde dans la ligue. Et dont Giannis Antetokounmpo. Oh oui. Où il y a probablement 3 joueurs NBA qui sont capables de défendre sur ce type-là. Quoi. Ok. Boston. Qui défend sur Giannis? Alors ce sera pas la mission d'un homme. Non, ce sera pas la mission d'un homme. Mais quand tu vois la couverture défensive qu'ils opéraient face à Milwaukee, les Celtics, sans Giannis, c'était hyper intéressant parce que j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question. Je me dis, mais grosso modo, les Bucks, ils vont faire défendre Giannis sur potentiellement Holiday. Ils vont se dépatouiller avec Middleton, Crowder sur Tatum. Ils vont essayer de trouver des astuces, quoi. Ouais, mais attends, Middleton, Crowder sur Tatum, il y a intérêt à ce que Middleton, ils soient en forme physiquement. Hein. On est d'accord. Mais du côté de Boston, qui c'est qui défend sur Giannis, sachant que tu peux décemment pas demander à Horford de faire le pilier, encore une fois, à 37 ans, quoi. Ouais, non, mais ils vont se relayer. Honnêtement, je saurais pas te répondre très clairement. J'ose espérer qu'ils auront un plan un peu plus élaboré que juste se dire on va mettre un tel sur lui, mais certainement, mais c'est la porte ouverte à des problèmes de faute, très problématiques potentiellement pour des gars comme Porzingis notamment, qui physiquement ne fera pas le poids. Non, je sais bien. Non, mais en fait.
En fait, qu'est-ce que tu préfères avoir dans une série de playoffs? Est-ce que tu préfères avoir le joueur qui va pouvoir défendre sur la star unique, ou est-ce que tu préfères avoir le système défensif qui va permettre d'avoir tout le temps des mecs capables de le gêner? Ouais, ouais. Très bonne, très bon argument de Charles. Effectivement. Moi, j'ai tendance à penser que Boston aura le système défensif pour le gêner. Alors après, peut-être que ça ne suffira pas, et peut-être que je me trompe complètement et que les Bucks vont remporter la conférence, hein. Mais c'est vrai que pour moi, ils partent de trop loin. Ouais. Ils partent de trop C'est loin. un élément décisif potentiellement. Et si Middleton avait fait une saison complète, j'aurais eu moins de doutes. Maintenant, les Bucks, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'en parler maintenant et de désormais regarder ce qui va se passer dans la suite de la saison. C'est que cette équipe, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est loin d'être gagné, largement. Je dis pas le contraire. Je dis absolument pas le contraire. Je dis juste que cette équipe a beaucoup plus de force que certains leur donnent. Oui, ça, je suis d'accord. Et t'as vu leurs 5 derniers matchs à Milwaukee? C'est Ouais. Knicks, Celtics, Magic, Thunder et re-Magic. C'est trop bien. Surtout qu'avec Orlando, ça va jouer des coudes Mais bien sûr. pour le placement. Mais c'est pour ça aussi que je te dis Donc que ça pour va être moi, des matchs de Orlando dingue. et Les Knicks, pareil. eh ouais. Mais Et Orlando, ils ont 2 matchs, hein. 2 matchs sur les 3 ouais. derniers pour leur passer devant, éventuellement. Boston, c'est le 10 avril. C'est chiant parce que le match avec Orlando qui vient après, c'est un back-to-back, quoi. Sachant que je crois qu'ils sont pas ridicules dans les Non, non, back-to-back, il y a les Bucks. Orlando, OKC, Orlando. Ouais. Ouais, mais le Boston, c'est le 10 avril, Orlando, c'est le 11. Ah oui, oui. Et après, ils font encore un back-to-back après le Thunder, toujours Orlando. C'est Oklahoma City le 13 et Orlando le 14. Putain, la fin de saison, la fin de saison sportive, quoi. Ouais, mais en même temps, tu vois, quand t'es une équipe qui est en recherche de certitude, c'est le genre de fin de saison qui peut te lancer C'est sûr. sur quelque chose d'hors norme. Complètement. 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 Et c'est là où j'allais en venir. C'est que les Bucks, selon la manière dont ils terminent cette saison, ils peuvent arriver en playoff totalement lancés. Et c'est pas impossible que ça fasse. Enfin, une équipe qui a remporté le titre il y a 3 ans, qui a encore largement une grande partie de ses cadres, qui en plus, si jamais il se retrouve face à Boston, il y a Drew Holiday en face, il y a une familiarité, il y a quelque chose, il y a du sang. Il y a du sang sur le terrain. Ça va être tragique. La vache. Faut que Ouais, j'arrête. j'ai rarement autant attendu les playoffs que cette année, là. Vraiment, Ouais. j'ai Ah, qu'une hâte. je vais aller dormir, moi. Je pense que j'ai besoin de dormir. Et tu vas te mettre le réveil pour le jour du play-in. Exactement. Faire une hibernation. C'est quoi? C'est le 16, le play-in, je crois. C'est un truc comme ça, Ouais, il ouais. me semble que c'est ça. Ouais, ça commence par là, ouais. Donc bref, on va terminer ce podcast sur les Suns. Les Suns, Charlie. Ceux qui ont regardé les Suns se faire mutiler par Milwaukee dimanche dernier, sans Giannis sur le terrain, avec seulement 10 tirs tentés pour Kevin Durant et 140 points encaissés, avaient de quoi se poser des questions sur la capacité de cette équipe à faire quoi que ce soit en playoff cette saison. Moi, personnellement, je me pose la question, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Leur puissance offensive est aussi redoutable que leur défense sans le lisier. Au-delà des stats, dont on va parler quand même, c'est plus la cohésion générale de cette équipe sur le terrain qui, personnellement, moi, m'inquiète, notamment à travers la manière dont les joueurs se comportent sur le terrain et dans l'adversité. Et Charles, cette équipe des Suns t'inspire-t-elle une quelconque confiance? Non, 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 pas du tout. Non, pas du tout. Alors, si, tu sais quoi? Vas-y. Je suis confiant pour le play-in, je suis pas confiant pour les playoffs. Je pense que cette équipe, sur un match, elle peut battre n'importe qui. Pas sur une série, par contre. Sur un malentendu. Non, pas sur un malentendu. Non, mais tu vois, il y a cette équipe, enfin, cet effectif, il n'est pas équilibré. Ouais. Il y a trop de manques à des postes importants, etc., etc. Alors, oui, ils ont tout le talent du monde, je veux bien. C'est pour ça que je pense qu'ils peuvent battre tout le monde sur un match, mais pas sur une série de playoffs. Je crois pas. Et écoute, c'est
En fait, ce qui rend l'analyse tellement difficile avec cette équipe, c'est que, en fait, on peut pas la juger avec les mêmes critères que d'autres. On n'est pas sur un processus au long cours. On n'est pas sur une équipe jeune qui va progresser avec les années. On est face à un groupe qui a été constitué dans le but d'aller au titre. Tu fais pas venir Kevin Durant et Bradley Beal en te disant, les gars, dans les 3 ans, on est champion. C'est, alors tu pourrais me répondre que bah si, les 3 sont sous contrat jusqu'à fin 2026, mais ça garantit d'abord aucunement que les 3 restent là jusqu'à là, et ensuite ça change pas la situation du payroll. C'est Moi, je suis déçu parce que j'attendais mieux de cette équipe, notamment défensivement. Alors, je sais qu'ils n'ont pas un matériel très conséquent, mais j'attendais de la part de Frank Vogel un système défensif plus performant. Là, il y a des séquences où, franchement, t'as dit que ça sentait le lisier. Franchement, on va rester poli, mais c'est vraiment moyen, hein. Certains joueurs ont l'air d'être perdus sur des séquences, c'est dingue. Enfin, Damian Lillard, après le match face aux Suns, pendant le post-game, dit ils ont eu ils ont fait des switches, comment dire, style, enfin lazy, c'est de fainéant quoi. ouais. C'est Mais attends, ça. parmi toutes les équipes playoffables, Qui dit ça, Charlie, d'une équipe adverse mais non, au mais micro à la presse quoi. bah moi Le je mec il dit, cette bande de feignants, ils faisaient pas les rotations qu'ils faisaient. Et si tu regardes certaines rotations défensives, c'est là où je te dis que leur comportement sur le terrain, c'est flippant en fait. ouais. Tu te dis, mais soit les mecs ils savent pas, ils ont aucune idée de ce qu'ils doivent faire, et à ce moment de la saison, c'est même plus alarmant. C'est, vas-y, laisse tomber quoi. Ça se passera pas. En fait, moi, alors déjà, ouais, notamment, moi je pense que Lillard divise leur défense de zone, hein, parce que leur zone, elle est horrible. Il y a des moments où vraiment, tu comprends pas ce qu'ils font. Moi, en fait, il y a trop de problèmes dans cette équipe, cet effectif. Je comprends pas comment il a été constitué, et en fait, je ne comprends pas ce que le front office a foutu cette saison. On va parler du problème qu'on évoque à chaque fois qu'on a parlé des Suns depuis le début de la saison, et ça, on l'a évoqué dès le trade pour Bradley Beal. C'est la main. Alors Hum. oui, Booker est un arrière d'un talent incomparable. Oui, il est capable de remonter la gonfle. Oui, il est capable de dépanner, mais c'est pas un meneur de formation. Et sur tellement de situations, il manque des repères. Je sais que la mode en NBA, c'est de dire les postes n'ont aucune importance, ce qu'il faut, c'est avoir des profils variés, capables de remonter le ballon, etc., etc. Mais dans cet effectif, il n'y a pas un mec qui est capable de dicter le tempo, de ralentir le jeu quand il le faut. Il y a pas cette aura du mec qui est capable d'organiser les choses. Alors, c'est une équipe qui s'appuie quasiment exclusivement sur ses individualités et sur de l'isolation. Je peux rebondir vite fait sur ce que tu viens de dire avant que tu Ouais, passes à... excuse-moi. non, non, bien Je- sûr, vas-y, vas-y. Juste tu vois, je viens en supplément, je viens te faire une passe décisive sur tes propos. L'équipe a 19 victoires, 3 défaites dans les 22 matchs cette saison où ils ont eu au moins 30 passes décisives. Ouais. Le problème, c'est que comme tu dis, ils ont pas de meneur à la baguette. Le problème de Phoenix, c'est qu'ils sont aussi une équipe horrible en termes de perte de balles. Tu le match Et avec Houston, voilà. c'est ça qui se passe, quoi. Et en fait, ils ont un problème qui difficilement, qui va difficilement être possible de résoudre à l'état actuel des choses. Parce que s'ils passent bien, enfin s'ils arrivent à faire à créer un vrai jeu collectif sans perdre le ballon, ça gagne. Sauf que ils n'arrivent pas à ne pas perdre le ballon, donc ça gagne pas. Ah ouais, c'est c'est ça. Pardon, vas-y, continue. Pardon. Non, non, mais je veux pas du tout. C'est au contraire, c'est très bien et je suis tout à fait d'accord. Et Bradley Beal, je suis désolé, mais c'est pas un meneur de jeu. Et il en a pas les qualités. Et je dis ça sans lui manquer de respect. C'est un énorme joueur, Bradley Beal. Personne ne remet ça en question. Et Booker, moi ça m'énerve parce que c'est le meilleur arrière de la ligne ou de la ligue ou pas loin. Et tu dois mettre tes meilleurs joueurs dans les meilleures conditions. Booker à la main, c'est pas les meilleures conditions. En fait, il y a tellement de phases de jeu, tu vois, où je les regarde jouer et où je me dis, mais ça changerait tout d'avoir un vrai meneur de métier. Il y a tellement le matériel pour faire mieux. Je comprends pas comment le front office a pu se dire tout au long de la saison qu'il n'y avait pas besoin de prendre un meneur. Il y avait tellement d'opportunités, que ce soit à la trade deadline ou sur le marché du buyout. Ils ont rien fait. Je comprends pas. Mais parce que aussi, je pense que c'est compliqué de leur point de vue de se dire on va ramener un meneur qui va avoir la balle dans les mains et cette balle, elle sera pas dans les mains ni de Booker, ni de Bill, ni de Durant. C'est aussi ça, je pense, qui rentre en ligne de considération où tu te dis on n'a pas trois mecs qui nous coûtent un œil
tout ça pour qu'ils aient pas le ballon dans les mains. Alors que c'est effectivement ce qu'il faudrait faire. Bah, c'est un mauvais Mais calcul parce que tu fais jamais tes choix en fonction de ton payroll. Tu dois faire non, tes bien choix en sûr. fonction de, tu vois, tu choisis pas qui a le ballon en fonction de qui touche le plus d'argent. Ça marche pas comme ça. Et dans toutes les équipes qui ont eu plusieurs superstars, il y a eu ce sujet-là. Mais c'est Et aussi parce qu'on est face à 3 joueurs qui ont tendance à perdre des ballons bêtement. oui, Tu vois, Kevin Durant, c'est une cause perdue aujourd'hui, Kevin Durant. Il s'est vachement amélioré en termes de passes, mais il est capable de faire des passes basiques. Dès que c'est des passes un peu compliquées, un peu ardues, où il faut avoir une vraie lecture du jeu et une vraie anticipation, bah souvent c'est très compliqué pour lui ouais, de lire le jeu. Dès qu'il y a une prise à deux, c'est mort, quoi. C'est quasiment sûr qu'il va la bananer, la balle, quoi. Il essaye toujours de faire sa petite passe rebondie sur les pick and roll qui t'a l'impression une fois sur deux la balle à l'intercepter. C'est pas possible en fait. C'est juste dingue. Et toi et moi, on avait déjà parlé des Suns cette saison. On avait dit ah tiens ils sont ultra mauvais dans le clutch. Ça a jamais été réglé ce problème. bah non. Ils ont 19 victoires, 21 défaites dans les matchs qu'ils ont joués dans le clutch cette saison. Ils sont 19e de la ligue dans ce département. Ils continuent de filer la balle à Kevin Durant pour faire des isolations et des pull-ups à 5-6 mètres, alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. Ah, c'est pareil, t'arrives en fin de match. Alors je comprends bien, ouais, tu donnes le ballon à Kevin Durant. Attends, c'est Kevin Durant et tout, meilleur joueur à mi-distance. En fait, si tu regardes leurs chiffres de pourcentage de réussite au tir et leur offensive rating et leur defensive rating et toutes les stats crédibles qui te montrent la qualité du jeu pratiqué par une équipe dans le clutch, les Suns, mais c'est un cimetière le truc, quoi. Ouais. C'est horrible. C'est juste horrible. Oui, oui, je suis Ils d'accord. s'en Et sortiront franchement, jamais s'il y a un match serré, quoi. non mais en Et, plus c'est la prise de tête. c'est contre-intuitif de dire ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme ce que je viens de dire, t'as Bradley Beal, t'as Devin Booker, t'as Kevin Durant. Jamais de la vie dans ta tête, t'es en train de te dire que ces 3 gars-là, ça va pas le faire en fin de match si le match est serré, quoi. Bah oui, mais il y a pas ce mec, il y a pas ce patron qui va poser le jeu et faire les bons choix dans les moments chauds. Et en fait, ce qui est terrible en plus, c'est que tu te rends compte que là, on est en train de dire tout ça après la saison régulière. Là, on va arriver en playoff, le jeu il va se ralentir, le demi-terrain va prendre une importance accrue et ça va être encore pire en fait pour eux. Ça va être encore plus compliqué de s'en sortir sans meneur. Et Complètement. c'est franchement, ouais, Moi qui, je suis inquiet, hein. moi qui suis fan des Nuggets, quand tu vois les Nuggets jouer, tu vois du mouvement. Même en fin de match et tout ça, il y a toujours du mouvement, il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours des joueurs qui essaient de se démarquer, de se libérer, de faire des écrans, de faire de ceci, de faire ça. Quand tu vois les Suns jouer, il y a d'autres équipes comme ça dans NBA qui ont les mêmes problématiques, dont je ne citerai pas les noms maintenant parce qu'il faudrait que j'argumente et j'ai pas envie de faire ça. On parle des Suns. Euh, le problème, c'est ça, c'est que plus de 63% des tirs pris par Kevin Durant dans les situations clutch ne sont pas issus d'une passe décisive. Ce qui veut dire que c'est une isolation, des dribbles, et je prends mon tir en essayant de faire la différence face à mon défenseur direct. Ça, c'est le signe de quoi? C'est le signe que pendant qu'il est en train de faire ça, pendant qu'il est en train de dribbler, essayer de faire ses machins pour se dégager 2 centimètres d'ouverture pour éventuellement mettre son tir à mi-distance, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Eh ben, pas grand-chose. Rien du En tout. fait, qui marche pas. Et c'est ça que les gens doivent comprendre parce que Voilà, l'immobilité, c'est la mort au basket. et oui, parce que moi j'ai lu des gens, notamment sur les réseaux sociaux, etc., qui disaient oui, mais rappelez-vous, le KD des Warriors, en fin de match, il y avait beaucoup d'isolation aussi. Mais c'est absolument pas comparable. Je me souviens surtout des gens qui disaient ah Kevin Durant a cassé le beau jeu des Warriors. Oui, mais donc quelque part c'est vrai, KD faisait beaucoup d'iso, mais sur les fins de match notamment avec les Warriors. Mais faire une iso quand t'as Steph Curry qui est un danger permanent et un Exactement. Ouais. poison pour toutes les défenses, qui est en train de taper tous les sprints possibles et imaginables, tu vois, quand t'as Klay Thompson dans un corner, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement à Phoenix, rien du tout. Il faut arrêter de croire qu'on peut simplement dupliquer les situations, parce que ce qui se passe autour du joueur qui fait son isolation a une importance absolument capitale. Et écoute, moi je trouve que je pense que la fin de saison pour les Suns, elle peut être compliquée, hein. Je sais pas si tu as regardé un peu leur calendrier à venir, mais déjà il y a beaucoup de matchs à l'extérieur.
ça joue les Nuggets, ça joue le Thunder, les Pels deux fois. Ils ont un des calendriers les plus atroces qui soit pour terminer la saison. Mais oui, bien sûr. Alors, il me semble qu'ils ont 2 matchs faciles, entre guillemets faciles. Ils ont les Spurs, je crois. Mais sinon, après, c'est ouais, c'est ça. Double confrontation face aux Spurs samedi et lundi, et ensuite t'enchaînes Ah, Nuggets, ça va être cool, ça. Thunder, Pelicans, Cavs, Wolves, Pelicans, Clippers 2 fois, Kings et Wolves. Tu ne joues que des équipes de playoffs, que des équipes de playoffs. C'est et beaucoup à l'extérieur. C'est franchement le calendrier, il est dur. Ouais. Et tu sais, c'est quoi le plus hallucinant là-dedans? C'est que quand tu regardes les stats brutes de KD, de Booker, de Bill, les mecs, ils sont absolument quasiment irréprochables. Ben c'est oui. Durant, c'est 27, plus de 27, quasiment 28 points de moyenne, plus de 6 rebonds, plus de 5 passes, plus d'un contre par match, quasiment une interception par match. Il est à 52, 41, 80, 86. C'est n'importe quoi. Le mec, tu regardes ça, tu te dis, mais attends, mais c'est Dieu sur terre, Kevin Durant sur un terrain de basket, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est rassurant. Booker, il a des stats de dingo. Bradley Beal, c'est pareil. Mais sur le terrain, je suis désolé, ça passe pas. La défense. Pourquoi Damian Lillard, il ricane et il dit ces mecs-là sont des feignants? Parce que la défense de Phoenix, c'est une des défenses qui défend le moins bien le périmètre, notamment le tir à 3 points. Sauf que si tu défends pas le tir à 3 points dans la NBA actuelle, c'est pareil, t'es dead. Bah oui. Ouais, non, mais mais quelque part, moi, je trouve ça rassurant, tu vois. C'est pas parce que t'as 3 des plus forts joueurs et qu'en plus ils sont à un bon niveau, qu'en NBA tu gagnes. C'est pas aussi entre guillemets facile, quoi. Ouais, attends, il se tape une saison all-time de Grayson Allen. Le recrutement de Royce O'Neal, quand tu vois Royce O'Neal, ce qu'il apporte sur le terrain, c'est plutôt très bon. Franchement, je m'attendais pas à un tel apport de Royce O'Neal. Et tu vois maintenant, il fait partie, il est partie intégrante de cette rotation alors qu'il débarque à peine. Mais oui, mais tu vois, moi c'est ça que je trouve ça terrible. C'est que oui, je suis d'accord, c'est bien ce qu'ils ont fait comme mouvement pendant la saison. Je trouve qu'ils ont réussi à renforcer un effectif. Rappelle-toi, au moment du trade, Ouais. on se dit, mais ils vont faire la saison à 3, qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a personne autour. Et ils ont réussi, petite pièce par petite pièce, à monter un effectif, enfin à trouver des pièces qui sont utiles. Mais alors pourquoi n'avoir rien foutu à la main? Ça veut dire que c'est un choix assumé du front office. Mais oui, Mais j'en oui, suis persuadé. et je veux savoir pourquoi. Je suis désolé, mais je veux que d'ici à la fin de la saison, le coaching staff nous explique pourquoi ils n'ont pas voulu avoir un meneur dans cet effectif. Mais je pense que comme Milwaukee, par exemple, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ces deux clubs, c'est une équipe qui est complètement illisible parce que on n'a jamais eu cette équipe ensemble. Plus de quelques matchs, une poignée de matchs, et c'est très difficile aujourd'hui. Et je pense que tu peux vite te laisser bercer par l'illusion que ça va bien se passer. Ah bah bien sûr, mais évidemment que tu peux te bercer par cette... Enfin, en plus, on a vu ce que ça peut donner KD et Booker. Il suffit juste de regarder les playoffs de la saison dernière. Hein. La saison dernière, KD et Booker, ils prennent 2 matchs à Denver alors que Chris Paul est absent. C'est la seule équipe sur toutes les playoffs qui a réussi à prendre 2 matchs aux Nuggets. Voilà, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore au même stade que l'an dernier, c'est-à-dire que on part du principe que Phoenix, ça va passer si les mecs deviennent des torches humaines, quoi. Exactement. Sauf que ça tiendra jamais sur 4 séries de playoffs. Jamais, jamais. Ah mais non, mais jamais de la vie. Si t'as pas... Et je dis ça, je suis persuadé que premier tour des playoffs, on peut, toi et moi, passer pour des gros teubés, parce que premier tour, s'ils sortent du play-in, premier tour, bon match-up pour les Suns, Booker, Durant, Bill qui plantent des points dans tous les sens. Ah mais moi je pense qu'ils peuvent passer un tour. Hein. Et tout d'un coup on dit ah bah vous voyez finalement il y avait pas de quoi s'inquiéter. J'en suis persuadé que ça peut se passer. De là à ce qu'ils arrivent à faire ça sur 4 séries de playoffs, vu leur régime alimentaire en termes de scoring, d'où viennent leurs points et comment ils produisent des points sur le terrain, j'ai des gros doutes. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi, pareil, j'ai des très gros doutes là-dessus. Moi je pense tout à fait effectivement qu'ils peuvent passer une série de playoffs. Surtout que, pardon, excuse-moi 2 secondes. Les Suns sont à 19 victoires, 20 défaites contre les équipes qui ont un bilan positif cette saison. C'est-à-dire qu'ils galèrent contre les meilleures équipes de la ligue.
Ouais. Leur victoire, le gros de leur victoire, la viande sur leur os cette saison, c'est face aux équipes médiocres, où là, il y a personne pour arrêter leur star, donc ça festoie. Mais dès qu'ils ont des équipes un peu sérieuses en face, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ouais, non, mais Voilà. c'est ça, ils sont forts Excuse-moi. face aux faibles, mais ils sont très moyens face aux forts. Exactement. Mais ouais, non, bah c'est ça. En fait, moi, pour moi, la seule possibilité, en fait, au premier tour, le seul match-up où je serais catégorique sur le fait qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est face aux Nuggets. Mais sinon, si par miracle, ils arrivent à choper les Ouais, Wolves, par exemple, ouais, et je vois. Karl Anthony Towns, qui soit n'est pas revenu, soit est revenu extrêmement diminué, là, on peut en discuter. S'ils bénéficient du manque d'expérience du Thunder, on peut éventuellement en discuter, même si je pense que je mettrais quand même le Thunder bien devant. Mais mais par contre, tu peux pas passer plus d'un tour de playoff comme ça, c'est pas possible, c'est pas possible. Ou alors vraiment, si ça arrive, je, 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 je serais, bah je reconnaîtrais complètement m'être planté et honnêtement, je trouverais ça dommage presque, tu vois, parce que pour moi, c'est pas le basket quoi, ça. Non, non, mais de toute façon, comme je te dis, l'immobilité. Moi, je t'avoue, hein, j'ai beaucoup de mal à regarder les Suns de jouer. Je peux pas faire ça. C'est pas possible. Je peux pas supporter de voir des joueurs qui sont là en train de regarder leur coéquipier faire son truc, faire son affaire, pendant que eux, ils sont là, les bras ballants, en attendant que ça se passe, quoi. Ouais, moi C'est il y a ça et puis il y a le, l'isolation avec tout le monde qui est en train de te mater, faire ton truc, ça ne passera pas. non et puis Et malheureusement, j'ai envie de dire, ils ont tellement de talent que ça passe à certains moments, alors que ça ne devrait pas. ouais et moi l'autre truc qui m'énerve un peu, alors bon ça c'est un peu accessoire, mais je suis désolé, mais c'est du gâchis de Devin Booker ce qui se passe là. C'est du gâchis de Devin Booker. Arrêtez Mais grave. mettez-lui un vrai meneur, s'il vous plaît. Genre, ce mec Qu'est-ce est que tu crois tellement qu'il fort, bordel. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a dans sa tête à Devin Je Booker? sais pas. Lui qui était en finale il y a 3 ans, il y avait Chris Paul, DeAndre Ayton. Attends, DeAndre Ayton, il faudra qu'on en parle aussi. T'as la chute de DeAndre Ayton, c'est ouf. Michael Bridges, pardon. Cameron Johnson. Enfin, il y avait une équipe jeune qui matchait son évolution, tu vois. Et Ouais. là, les mecs, ils sont au bord du gouffre et t'as 2 ans pour faire tes preuves. Après, c'est terminé, quoi. Et tu seras Mais, potentiellement dans un projet de reconstruction. Ouais. mais même pas que. C'est horrible. Et là, cette saison, à 3, là, Bill Durant Booker, les mecs, ils ont joué 29 matchs ensemble, quoi. Mais non, mais en plus, qu'est-ce que tu fais la saison Absurde. prochaine? Enfin, genre, tu te rends quand même, tu te rends compte que la saison prochaine, t'as 3 joueurs à 50 millions et un joueur à 18, quoi. C'est fou. C'est fou, fou, fou. Ça n'a aucun sens. Non, c'est compliqué, franchement. Bon courage au front office des Suns pour prendre les bonnes décisions, mais ouais, j'ai du mal à être confiant vu la situation actuelle. Ouais, moi aussi, ouais. Clairement, et je trouve ça fou parce que clairement, c'est une équipe qui, quand on a débuté la saison, j'étais pas super. Enfin, je pense pas avoir été incroyablement transporté par cette équipe dès le début de la saison. Cependant, je les voyais plutôt terminer dans le top 4, tu vois. Et pour moi, une quatrième, cinquième, sixième place, c'était déjà assez décevant. Ça voulait dire que le, le, comment dire, que l'alchimie avait été beaucoup plus compliquée à bâtir qu'espéré, qu'attendu tout du moins. Ouais, ouais. Là, ils sont play-in, potentiellement ça sort avant même les playoffs. Le scénario est complètement fou à mes yeux. Ouais, franchement, ouais, Très c'est dingue, sincèrement, hein. c'est dingue. En fait, ouais, ça va être tellement n'importe quoi ces playoffs à l'Ouest notamment. J'ai tellement hâte d'y être pour voir quels sont les scénarios. Et est-ce que les scénarios peuvent avoir une influence sur le play-in, par exemple, tu vois? Parce que imaginons les Nuggets, ils finissent deuxième à l'Ouest. Hmm. À quelle position t'as envie de terminer, toi? Si t'es dans le play-in, t'as envie de terminer septième ou huitième? Moi, j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de jouer les Nuggets. Bah ouais. J'ai envie de jouer le Thunder. Bah tu m'étonnes, ouais. Je pense que tout le monde Même répondrait si comme je toi. pense qu'il faut encore une fois arrêter de prendre le Thunder pour une équipe qui va être fébrile en playoff, je Non, suis vraiment pas sûr de ça. non, on dit pas que le Thunder est faible. On dit que Denver Mais c'est l'épouvantail absolu.
Voilà, c'est-à-dire que, et puis voilà, le poids de l'inexpérience peut, en tout cas, t'as une probabilité plus grande de t'en sortir face au Thunder que face au Nuggets, je pense. Exactement, oui, je suis d'accord. Ça va être beaucoup plus simple, enfin, d'imaginer t'en sortir que face aux Nuggets. Mais je sais pas, ouais. C'est assez fou. On verra ça, mais c'est dingue. C'est complètement dingue. Charlie, merci d'avoir été là. Merci à toi, c'était comme toujours un plaisir. Ouais, complètement. Et la semaine prochaine, on parle d'Anthony Edwards. Ouais, ça aussi, ça va être un plaisir. Grave, ça va être très très cool. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, un très très bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine avec Charlie, donc, pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. À ciao, bye bye.